C'était important de faire quelque chose pour voilà, chaque année cet événement qui est un événement triste de notre histoire, mais qu'on se doit de perpétuer et de transmettre et continuer nous-mêmes d'apprendre parce que je pense qu'on a toujours des choses à apprendre et donc voilà, ça fait partie des choses qu'on doit faire et que voilà, qu'il faut continuer à faire. Donc voilà, je pense qu'on est entre de bonnes mains pour continuer à apprendre justement à ce sujet-là. Et puis je vais m'asseoir avec vous moi aussi parce que j'ai envie d'apprendre, je suis sûr d'apprendre pas mal de choses. T'es déjà en Pologne? Non, mais je n'ai jamais fait la Pologne. Qui était déjà en Pologne? 3. Pas mal. Quoi? Faut que je le mette là? Ça va comme ça? Je peux? Ok, alors, je m'approche un peu. Ah, il y a la caméra. Alors, moi je consacre un peu ma vie à ça, à la Pologne. Je suis là-bas au moins une fois par mois, avec un groupe de juifs ou de non-juifs d'ailleurs. Là je reviens avec un groupe de non-juifs. Pas que des non-juifs, mais en majorité. Et j'aimerais partager avec vous quelques événements, si on a le temps. On va voir jusqu'à quelle heure on a? Non, arrête de me dire ça. Quand je parle de la Shoah, moi je suis François Pignon de la Shoah. On m'invite le mercredi soir pour parler, je peux parler des heures. Il faut que tu me donnes... C'est 1 heure en général? Non, là c'est une heure. Ok. Donc je consacre un peu ma vie à ça parce que, pour plusieurs raisons, mais c'est aussi une histoire familiale. Mon père, il est le dernier survivant de sa famille, unique, vraiment dernier. On a cherché partout. Même le nom de famille, il n'existe plus à part mon père, au sortir de la Shoah. Lui, il a été caché en Suisse. Et donc, il y a 0 survivant de sa famille. Donc, Godfarshan, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Godfarshan, comme moi, c'est forcément soit mon frère, soit mon neveu, soit mon fils. Voilà, il n'y a pas d'autre. Donc, évidemment qu'au niveau familial, ça laisse des traces. Et du coup, on a un peu, dans la famille, plus ou moins tous, pris la responsabilité d'enseigner au maximum la Shoah aux futures générations. Maintenant, ce qui est très important quand on enseigne un peu la Shoah, les événements de la Shoah sont très peu connus. Très peu connus. Donc on va essayer de voir quelques événements qui sont parmi les révoltes juives, parce qu'il y a une idée très répandue et très fausse que les juifs se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. Et donc c'est très important d'apprendre quelques événements. Alors d'abord on va planter le contexte, mais quelques événements qui prouvent bien le contraire. Il y a eu des révoltes quasiment partout, des révoltes armées je veux dire, quasiment partout. Dans tous les ghettos, dans tous les camps, partout il y a eu des révoltes. On va voir quelques-unes de ces révoltes et savoir que parmi ces révoltes, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas de témoignages, parce qu'il n'y a pas de survivants des révoltes. On n'a que ceux sur lesquels on a des témoignages et il y en a beaucoup qui ont pris le temps d'écrire des témoignages et de nous les cacher pour les générations futures parce qu'ils pensent que c'est très important que ça ne s'oublie pas. Elie Wiesel, il disait qu'un assassin tue quelqu'un toujours 2 fois. La première fois quand il le tue, la deuxième fois quand on l'oublie. Et donc c'est très important et on sait que c'est ça aussi qu'ils ont écrit pour qu'on transmette leur histoire et pour pas qu'on les oublie. J'ai souvent des gens qui me disent, puisque je vous ai dit, moi je suis François Pignon de la Shoah, qui me disent qu'au bout d'un moment, il faut tourner la page. Et c'est vrai, ils ont raison, il faut tourner la page et on a tourné la page, à fond on a tourné la page, mais juste il ne faut pas déchirer la page. C'est très important de savoir que c'est une page de notre histoire. On l'a tournée, on vit avec et on reconstruit des vies. Mon père, il aurait pu décider de déprimer après la Shoah et qu'il n'y a plus du tout de famille. Sa grand-mère a été assassinée en l'enterrant vivante près de Cracovie. Son oncle a été déporté et gazé à Auschwitz pendant qu'il sauvait des enfants juifs. Il aurait pu décider que, pas du tout, il a tourné la page, il vient de fêter... Ah, t'es avec moi en Pologne? Ouais, tu vas rien apprendre ce soir. Razak, j'adore ta kippa en plus. Et du coup, il aurait pu décider de se morfondre, mais il a fêté la naissance de son 31e petit enfant. Donc il a recréé une vie et la grande majorité des survivants de la Shoah ont recréé une vie.
Donc on tourne la page, on ne la déchire pas. Si on fait comme ça n'existe pas, c'est comme si on la déchire, on l'efface. Non, non, on la raconte, on la transmet, mais on vit avec et on vit très heureux. On peut même faire des blagues après dessus, une fois qu'on est bien préparé. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de continuer à perpétuer. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va lutter contre l'antisémitisme avec ça. Ça c'est cuicui les petits oiseaux, j'y crois pas une seconde. On ne va jamais lutter contre l'antisémitisme en racontant la Shoah. Mais par contre, on va rendre hommage au moins à ceux qui sont morts parce qu'ils portent la même identité que nous. Et surtout, bien comprendre que la Shoah, ce n'est pas une histoire d'Ashkénaze. Moi, je suis Ashkénaze, mais ce n'est pas une histoire d'Ashkénaze. Si vous allez dans la salle des noms à Auschwitz, vous allez trouver votre nom de famille. Et si vous avez un nom de famille Sfarad, vous allez aussi le trouver. Il y a quasiment tous les noms de famille. Ça m'est arrivé qu'une seule fois avec un groupe que quelqu'un ne trouve pas son nom de famille. Mais on trouve les Benamou, les Erbib, les Benichou, etc., 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 etc. Ce n'est pas une histoire d'Ashkénaze. C'est d'autant plus pas une histoire d'Ashkénaze que dans le projet de base, vous n'êtes pas là, parce que vos grands-parents, ils sont inclus dans le projet de base. Dans le projet de base, on a des documents officiels du projet de base. C'est la conférence de Wannsee. La conférence de Wannsee, c'est une conférence qui a eu lieu dans la banlieue de Berlin, à Wannsee, où les nazis ont réuni tous les grands chefs nazis pour organiser la solution finale. C'est le 20 janvier 1942. Salut. Et dedans, il y a un document qu'on a retrouvé avec, il référence et il liste tous les juifs qu'il va falloir exterminer, avec le nombre de juifs en face de chaque pays, avec le total en bas, 11 millions de juifs. Donc le projet de base, c'est 11 millions de juifs. Et il y a une ligne là-bas, France, et en face de France, il y a écrit 700 000. Et c'est bizarre parce qu'on sait qu'en France, il n'y avait pas 700 000. Les nazis se trompent rarement. Il y avait 400 000 juifs. Pourquoi il y a écrit 700 000 ? Parce qu'ils vous ont inclus dedans. Parce que dans France, ils incluent le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et tous vos grands-parents, qui venaient très certainement de là-bas, j'imagine, je ne connais pas tout le monde, j'imagine qu'ils venaient de là-bas, ils sont inclus dans le projet de Hitler pour l'extermination. Donc vous aussi, vous êtes des survivants de la Shoah. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne prenez peut-être pas conscience de ça, mais vous êtes des survivants de la Shoah. Parce que s'il avait réussi à aboutir son projet un peu plus, c'est vos grands-parents qui auraient disparu. Parce que c'était ça son projet, c'est les 11 millions de juifs d'Europe, inclus le Maghreb. Ok. Il y a eu un peu, là ils sont arrivés en Tunisie, il y a eu une rafle en Tunisie, il y a eu un peu, très très peu, parce que très rapidement ils se sont fait éclater par Paxton, par les Américains, dans l'Africa Corp. Mais le projet, c'est ça. Même en France, ils n'ont pas eu le temps vraiment de mettre en application. La Shoah, ce n'est pas 39-45. Dans la tête des gens, c'est 39-45 parce que la guerre, c'est 39-45. Mais la Shoah, ce n'est pas 39-45, c'est 41-45. Et donc, ça laisse moins de temps à organiser tout ça. Alors, on va voir une toute petite, très rapidement, chronologie pour comprendre la situation des Juifs et comprendre un petit peu comment se sont organisées certaines révoltes. En 1933, Hitler il arrive au pouvoir, comme tout le monde le sait, par voie démocratique. C'est les Allemands qui votent pour Hitler, parce qu'ils pensent qu'il va redresser le pays, bref. Et Hitler, il a un projet très très clair, pas du tout caché. Le projet d'Hitler, c'est d'avoir un pays sans juifs. Un Judenfrei, qu'il n'y ait pas du tout de juifs dans le pays. Ce n'est pas écrit que son projet, c'est d'exterminer les juifs. Au départ, son projet, c'est de ne pas avoir de juifs en Allemagne. Et donc, comment on fait pour ne pas avoir de juifs en Allemagne ? 2 ans après, il y a toujours autant de juifs, donc en 1935. Et donc, c'est le peuple qui pousse Hitler à faire voter directement les lois de Nuremberg qui va pousser les juifs à l'exil. Le but, c'est que les juifs, ils se cassent du pays, d'Allemagne. Il y a beaucoup de juifs, il y a environ 400 000 juifs en Allemagne. Donc, on veut un pays sans juifs. Donc, on va les pousser à l'exil. Donc, on va leur interdire d'aller dans les parcs, de faire des études, d'être médecin, d'être avocat, d'être professeur, de travailler dans les administrations. On va interdire plein de choses afin de les pousser à l'exil. Et est-ce que ça marche d'après vous ? Ils se cassent, les juifs ? Attention, ils se cassent, s'ils doivent se casser, c'est sans leurs biens. Ils ne peuvent pas vendre leur appartement et partir avec l'argent. Ils se cassent sans rien. Mais c'est quand même mieux de se casser sans rien que de mourir, non ? Mais est-ce que ça marche, le projet ?
eh ben, ça ne marche pas du tout le projet. Il y en a très très peu qui partent. Pourquoi il y en a très très peu qui partent? D'abord, parce que comme toujours, les Juifs, ils subissent ça. Ce n'est pas un truc nouveau pour eux. Ça fait 2000 ans qu'ils subissent ça. Nous, on a l'impression que c'est nouveau parce qu'on a grandi en France dans les années 2000. Et donc, on sait que l'antisémitisme, c'est interdit. Si ça devient légalisé, on va se dire « Ah, purée, c'est fou, il faut se barrer vite fait ». Mais eux, ils ne grandissent pas dans une ambiance comme ça. Dans les années 30, par exemple, en France, à Paris, vous avez des librairies qui s'appellent librairies antisémites. C'est le nom de la librairie, librairie antisémite. Ce n'est pas interdit d'être antisémite. C'est une opinion. Et comme ça vend des livres antisémites, donc ça s'appelle librairie antisémite, vous tapez sur Google, vous allez trouver la photo des librairies antisémites des années 30 en France, dans les années 30. En France, dans les années 30, c'est autorisé d'être antisémite. C'est un avis. Ça va être interdit par la loi Marchandeau en 1939. Bon, ça va durer que quelques mois, parce qu'en 1940, Pétain il va abolir cette loi. Et ça va être revoté qu'après la guerre. Donc, ils sont dans une ambiance, les Juifs, où c'est normal l'antisémitisme. Donc, on nous interdit des trucs, c'est normal, on ne va pas se casser pour ça. Ça va passer, comme tout le temps, et on tient le coup le temps, et après, il faut se dire que nous, on a vu la fin du film. Nous, on sait que la fin du film, c'est les centres de mise à mort de Treblinka, de Sobibor, de Belzec, de Chemno, de Auschwitz, de Birkenau et de Majdanek. Nous, on sait ça, parce qu'on a vu la fin du film. Mais eux, ils ne savent pas. D'ailleurs, même les Allemands, à ce moment-là, ils ne savent pas que ça va être ça, la fin du film. Donc, ils ne se cassent pas. Et il y a une deuxième raison pour laquelle ils ne se cassent pas. C'est parce que pour se casser, il faut avoir où aller. Ils vont aller où? Il faut un pays qui t'accueille. Il faut un visa pour aller dans un autre pays. Tu as un passeport. Mais pour aller t'installer ailleurs, il faut qu'ailleurs, on te dise d'accord, tu t'installes ici. Alors, comme les gens y partent et ils essayent de s'installer un peu partout, en 1938, Roosevelt il va organiser une conférence à Évian, en France, la conférence d'Évian, où il va essayer d'organiser qu'on puisse accueillir les Juifs. Puisque en 1938, ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont quasiment plus aucun droit en Allemagne. Donc ils veulent se casser partout. C'est vrai qu'ils veulent se casser. Même sans rien, on préfère se casser. Et donc ils sont dans les routes, ils sont apatrides dans des pays, ils sont sans papier dans plein de pays. Il faut organiser ça. Il y avait 400 000 juifs. Hitler, il a déjà envahi l'Autriche, encore 200 000 juifs. Ça fait déjà plus d'un demi-million de juifs qui n'ont pas où aller. Donc Roosevelt, il réunit tous les pays du monde, conférence d'Évian, venez, on trouve une solution aux juifs. Alors, le résultat de la conférence d'Évian, c'est que la France décide de prendre combien de juifs d'après vous? Sur les 1 demi-million qu'on peut sauver. Pendant la conférence d'Évian, va se sceller en fait le sort des juifs. On peut sauver tous les juifs. Donc les Français, ils acceptent de prendre combien de juifs? 0. L'Angleterre? 0. L'Amérique? 0. Il n'y a aucun pays qui accepte d'accueillir les juifs. Tout le monde dit c'est triste, sniff, sniff, ouin, ouin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Golda Meir a été là-bas pour représenter le peuple juif pendant cette conférence. Et elle dit que c'était le moment le plus déprimant de sa vie. De voir tous les pays qui mangent des petits fours et qui disent « Ah, c'est triste hein, pour les juifs. » Voilà. Mais on n'a pas de solution. Il y a même un pays, pour vous montrer le niveau de cynisme, l'Australie, qui va dire que nous... Moi, je prends aussi 0, comme tout le monde. Mais pourquoi? Pourquoi je prends 0? Parce que moi, je n'aime pas les antisémites. Quel rapport? Ah non, j'aime pas les antisémites, mais nous en Australie, on n'a pas de juifs, donc on n'a pas d'antisémites. Si j'accueille des juifs, il y aura de l'antisémitisme. Et nous, on pense que ce n'est pas bien l'antisémitisme. Ce n'est pas une blague, ça a l'air d'être une blague, mais c'est ça qu'ils disent devant tout le monde. On ne veut pas de juifs parce qu'on ne veut pas d'antisémites. Ça paraît fou, mais c'est ça. Ah, je suis un peu méchant, c'est vrai. Il y a un pays qui accepte d'accueillir des juifs, c'est République dominicaine. Ils acceptent jusqu'à 100 000 juifs, mais il faut payer quand même. Finalement, il y a 1000 juifs qui vont aller là-bas, 1000 qui vont être sauvés parce qu'ils sont partis en République dominicaine. Mais tous les pays du monde ont décidé qu'on va sauver personne. Et là, c'est là que va être scellé le sort des juifs, parce que Hitler, il voit qu'en fait, tout le monde s'en bat le steak, pour le dire joliment. Donc, on a la voie est libre pour Hitler. Et ça, c'est en 1938, on est avant la guerre. Une fois qu'Hitler il a compris que le monde n'en a rien à cirer des juifs, il va pouvoir passer à l'offensive. Passer à l'offensive, ça veut dire qu'il va envahir la Pologne,
Et là, il va se retrouver avec un encore plus grand problème, parce qu'en Pologne, c'était mignon les 400 000 juifs d'Allemagne. Allez, ceux d'Autriche, c'est mignon. Mais en Pologne, il y a 3 300 000 juifs. Et là, il a augmenté son problème, il a fait x6. Il a un vrai gros bug, Hitler, parce qu'il a promis au peuple allemand un pays sans juifs, et il se retrouve avec de plus en plus de juifs. Donc il est vraiment dans la zut. On a de la peine pour lui, le pauvre, il se retrouve avec trop de juifs. Et donc c'est là que commence la ghettoisation. Donc on va les mettre dans des ghettos, on va les affamer, parce qu'on ne sait pas encore quoi en faire. On n'a pas de solution pour les juifs. Alors il faut qu'on les ait sous la main au moment où on aura une solution. À un moment, il y avait même un petit projet de les envoyer à Madagascar. On va même faire une île, comme une réserve naturelle. On les amène là-bas. Sauf qu'en bateau, ça coûte cher. Et en plus, sur mer, la flotte anglaise est beaucoup plus forte que les sous-marins allemands. Donc, ce n'est pas viable comme projet, Madagascar. Donc, on les met dans des ghettos. On ne leur donne pas à bouffer. On les affame. Il y a famine, maladie, tout ça. Mais on ne sait pas encore vraiment quoi en faire. Le moment où ils vont décider qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire l'extermination systématique de tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, ça va être en juin 41. En juin 41, Hitler il va envahir la Russie, avec laquelle il avait un accord, l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, et les armées allemandes vont enfoncer le front. Et là, il avait un problème avec plus de 3 millions de juifs, et là, son problème, il explose, parce qu'il va envahir l'Estonie, Lituanie, Biélorussie et Russie. Ça fait encore des millions et des millions de juifs qui vont passer sous la coupe allemande. Et là, on ne peut plus faire dans la dentelle. On a de la peine pour lui. Il avait 400 000, 600 000, 3 millions. Ah, combien on peut accueillir de juifs en Allemagne? Il ne faut pas exagérer. Donc, les armées allemandes vont être suivies des Einsatzgruppen, des commandos de la mort, qui vont réunir les juifs et les tuer par balle dans des fosses communes. C'est ce qu'on appelle la Shoah par balle, qui va faire plus de morts que Auschwitz, mais qui est beaucoup moins connu que Auschwitz, parce qu'il y a très peu de survivants de la Shoah par balle. Donc les Juifs qui vont être massacrés pendant la Shoah par balle, c'est un peu plus de 2,5 millions, enfin un peu moins de 2,5 millions, pardon. Et ces Juifs-là, on n'a pas vraiment de témoignages, on n'a pas leur nom, on n'a quasiment rien, parce qu'ils n'ont pas vécu dans les ghettos, ils n'ont pas été référencés, ils ont juste été amenés dans la forêt pour les massacrer. C'est comme ça que la grand-mère de mon père, elle est morte. Elle a été enterrée vivante dans une forêt à côté de Cracovie. Il n'y a pas de référencement, il n'y a pas de... Ils n'étaient pas dans les ghettos, c'est ce que je dis. C'est les armées allemandes qui enfoncent le front. Les Juifs qui sont dans les ghettos, c'est ceux qui sont en Pologne, en Allemagne, etc. Là, ils enfoncent, enfin pas en Allemagne, parce qu'ils ont déjà été expulsés vers la Pologne, mais ils enfoncent le front russe. Et là, tous les Juifs, ils habitent en shtetl dans un village. Les Einsatzgruppen, ils encerclent le village. Ils font creuser des fosses par les villageois. Ils amènent les Juifs devant les fosses. Voilà, c'est la Shoah par balle. Ça veut dire que sur les 6 millions qui sont référencés, ils sont complets. Les 6 millions, ils ne sont pas... Justement, dans les 6 millions, on a 4,5 millions de noms. Il y a 1,5 million de noms qui manquent parce qu'ils ne sont pas référencés. C'est ceux de la Shoah par balle. C'est parce qu'on sait combien il y en a de Juifs qui vivaient là-bas. C'est des estimations. Et il y a quelqu'un, un tzaddik, Yesod Olam, qui s'appelle Patrick Desbois, le père Patrick Desbois, qui fait ce travail. Jusqu'il y a 25 ans, on ne connaissait même pas cette histoire de la Shoah par balle, presque. Parce que les villageois, il n'y a pas de survivants, les villageois, ils ne parlaient pas. Et devant un père, ils ont commencé à parler. Donc lui, il va de village en village pour retrouver les charniers. Et donc, il retrouve, il a une carte interactive avec tous les charniers, tout, mais il ne met pas précisément, il m'a raconté, c'est un bon ami, Père Desbois, il ne met pas précisément sur la carte, parce que dès qu'il met précisément où c'est, tac, il y a les pilleurs de tombes qui arrivent avec leurs trucs, qui essayent de voler encore dans les fosses communes, les bagues et les dents en or des Juifs. Bon, bref. C'est pas très joyeux, ouais. Mais ça, c'est la Shoah par balle qui est très, très, très peu connue. Très peu connue. Excuse-moi, à ce moment-là, quand il dit qu'il n'y a pas de data, sur quoi il est juge que du faciès? À quoi il est dit? Alors, je vais te dire exactement comment c'est une très, très bonne question que tu poses. En fait, les Juifs sont très pratiquants dans cette partie-là. Et ils sont très obéissants à l'autorité. Et ils vont recevoir... D'abord, ils vivent entre eux. Il
Il y a des quartiers juifs. Ouais. Les garçons, c'est très facile de remarquer s'ils sont juifs. Tu leur baisses le pantalon, tu vois qu'ils sont juifs. À part ça, on est au début de la Shoah. Les juifs ne savent pas ce qui les attend. Donc il y a des messages placardés partout. Tous les juifs doivent se réunir à tel endroit sous peine de, s'ils ne viennent pas, ils risquent la peine de mort. Nous, on a vu le film, il vaut mieux se barrer. Mais eux, ils ne savent pas. Il n'y a encore aucune exécution systématique de juifs. Donc les autorités disent, tu dois venir te recenser, tu viens. Bêtement, mais on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas. Et rien que pour te dire, par exemple, le 29 et le 30 septembre 1941, donc on est au tout début, ils enfoncent les lignes à Babi Yar. Babi Yar, c'est le jardin public de Kiev. Donc on est au centre-ville de Kiev. Dans le jardin public, le jour de Yom Kippour, c'est là que les nazis arrivent. Ils placardent partout. Les juifs doivent venir se rendre à Babi Yar. Donc devant toute la population ukrainienne, de la capitale de Kiev, de l'Ukraine, Kiev, tu as une procession de juifs qui arrivent vers Babi Yar. Et en 2 jours, ils vont être massacrés dans le jardin public. 33 771 juifs qui vont être massacrés en 2 jours dans le jardin de Babi Yar. Jusque dans les années 80, on trouvait des os là-bas, avant la chute du mur, parce que de toute façon, tout le monde s'en fichait. Donc il y a des témoins, des gens qui arrivaient, il y avait un petit ruisseau, il y avait des os là-bas. T'imagines 33 771 en 2 jours. C'est le plus grand massacre de la Shoah par balle. Bref, mais ce n'était pas l'objet. Là, je suis juste dans l'introduction pour comprendre que les Juifs, à ce moment-là, ils ne savent pas ce qui les attend du tout. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et ça, tu n'as pas de survivants, donc il n'y a personne qui peut raconter. Donc c'est très très compliqué à ce que ça se sache. Par contre, qui c'est qui est au courant très 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 précisément de ce qui se passe ? Tous les alliés. Parce qu'ils ont réussi à décoder les codes des Allemands, et donc ils ont les rapports journaliers. Churchill, il a un rapport journalier de toutes les exécutions. Dans le code des Allemands, ils appellent les unités traitées. 33 000 unités qui ont été traitées à tel endroit, etc. Et donc il sait exactement au jour le jour combien, mais il ne peut pas agir d'après lui, parce que sinon on va savoir qu'il a compris le code, et pour gagner la guerre, c'est embêtant. Du coup, ils font rien. Et donc personne ne fait rien. Et les Juifs ne peuvent pas être au courant de ce qui se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de survivants. Auschwitz est connu dans... Là, tous ceux qui parlent de la Shoah, ils connaissent le nom Auschwitz. Ils connaissent Auschwitz plus que la Shoah par balle parce qu'Auschwitz, il y a des survivants. Auschwitz, il y a environ 30 000 survivants en tout. Donc forcément, ça fait plus de bruit que la Shoah par balle où tu vas avoir 3 survivants ici, 2 ici, 1 là. Voilà, on a un témoignage, Rivka Yuslevska, qui était laissée pour morte dans la fosse, qui a réussi à sortir et qui a survécu. Il y a des tout petits trucs comme ça. Dans les centres de mise à mort aussi, c'est la même chose. Il y a 4 centres de mise à mort, ce n'est pas des camps de concentration, c'est des centres de mise à mort, Belzec, Remno, Treblinka et Sobibor. Dans ces 4 centres de mise à mort, il y a plus de morts qu'à Auschwitz. À Treblinka, il y a autant de morts qu'à Auschwitz, pour te dire, en 1 an de fonctionnement, alors qu'Auschwitz, ça a duré 3 ans. À Treblinka, il y a eu une révolte, 150 personnes qui se sont évadées, mais il est resté 12 survivants après la guerre. Sobibor, une vingtaine de survivants. Belzec et Remno, 2 et 1. Forcément, c'est des histoires qui ne peuvent pas se savoir autant que tout ce qui est référencé sur Auschwitz. Par exemple, dans la tête de tout le monde ici, et c'est normal parce que vous n'avez pas fait d'études sur la Shoah, dans la tête de tout le monde ici, quelqu'un qui était dans un camp de concentration, on lui a tatoué sur le bras son numéro, n'est-ce pas ? Bien sûr, sauf que ça existe qu'à Auschwitz. Dans aucun autre camp, on tatoue le numéro à quelqu'un. C'est que Auschwitz. Mais dans la tête des gens, comme on connaît que Auschwitz, et comme on a des survivants quasiment que de Auschwitz, donc on se dit, les gens, ils étaient tatoués. Non, quelqu'un qui est tatoué, c'est qu'il est passé par Auschwitz. Ok. Maintenant, j'ai envie qu'on voit quelques révoltes qui sont fabuleuses, de courage, d'héroïsme, de force, et qui sont très très peu connues. Il y en a une qui est très connue, c'est la révolte du ghetto de Varsovie. C'est exprès pas celle-là dont je vais parler, parce que c'est celle qui est le plus connue. Alors, juste quelques mots sur la révolte du ghetto de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie, elle va avoir lieu quand ? Quelqu'un sait quand ? Facile à se rappeler. Quoi ?
Alors 41, non, parce que 41, c'est même pas encore, c'est le début de la Shoah. Alors pas en 42, un an après, en 43, mais quelle date? Le soir de Pessah, mais ça donnait quelle date en français? Voilà, c'est le 19 avril 1943. Pourquoi le 19 avril 1943? Depuis janvier 1943, les nazis ne rentrent plus dans le ghetto de Varsovie. Ghetto de Varsovie, c'est l'endroit où il y a le plus de juifs d'Europe. Il y a 1,5 million de juifs qui sont parqués dans un peu plus, même jusqu'à 600 000 juifs, qui sont parqués dans un tout petit territoire enfermé, encerclé de barbelés et de murs. Ils ne peuvent pas sortir et ils ne peuvent pas avoir à manger. Ils sont enfermés là-dedans avec les maladies, les machins, tout ça. Ok, la règle, c'est environ 7 par chambre. Voilà. Donc un appart de 3 pièces, ils sont 21 à peu près. Ok, il n'y a pas où être, il n'y a pas... Ok. Ils sont enfermés là-dedans. Non, 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 non. Ils ont ramené tous les juifs de la région, d'abord tous ceux de Varsovie dans un tout petit quartier, et tous les juifs de la région là-bas. Ça, ils ont fait en 41 parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils vont faire avec les juifs. Et pendant 2 ans, ils sont dans le ghetto de... Et ensuite, ils vont créer le camp, le centre de mise à mort qui s'appelle Treblinka, et ils vont déporter les gens là-bas. Au bout d'un moment, il ne reste plus beaucoup de juifs dans le ghetto, il ne reste que 10%, 60 000 juifs. Ok. Et il y en a plusieurs juifs qui s'organisent, des adolescents, pour voler, acheter des armes au marché noir et pour pouvoir se défendre dans le ghetto. Et à partir de janvier 1943, les nazis ne rentrent plus dans le ghetto de Varsovie. Pourquoi ils ne rentrent plus dans le ghetto de Varsovie? Parce qu'ils ont les chocottes. Ils font dans leurs pantalons. Pourquoi? Parce que Mordechai Anilevich, le chef de la révolte, il a 24 ans. Okay, il n'a aucune expérience militaire. Il a organisé avec 800 ados de mouvements de jeunesse sionistes ou du Bund un mouvement de résistance au sein du ghetto. Et donc, une fois il y a eu une rafle, ils sont rentrés dans le ghetto pour prendre des juifs pour les déporter, il s'est mêlé aux gens et avec son commando, ils ont tué les nazis sur place. Le 10 janvier 1943. Donc les nazis, ils sont comme ça. Donc ils ne rentrent plus depuis janvier dans le ghetto. Alors qu'est-ce qui se passe que le 19 avril, ils vont venir? En fait, ils veulent faire un cadeau à Hitler. Varsovie, c'est l'endroit où il y avait le plus de juifs d'Europe. Le 20 avril, c'est l'anniversaire de Hitler. Donc ils se disent, on va rentrer le 19 pour pouvoir lui faire un cadeau que le 20 avril, il n'y a plus de juifs à Varsovie. C'est un beau cadeau d'anniversaire. On ne pense pas assez à ce genre de cadeau aux gens qu'on aime. Et ils se disent que quoi? En un jour, on va vider le ghetto de Varsovie. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ils ont envie. Ils rentrent le 19 avril et ils se prennent la tannée. Ils se prennent tellement la tannée que le commandant en chef il va être relevé, Jürgen Stroop. Ils vont amener un autre général pour vider le ghetto. En fait, ils rentrent dans le ghetto. Les adolescents, ils se sont postés sur les immeubles en haut. Ils les défoncent d'en haut. D'ailleurs, il y a des femmes qui se battent. Il y a des témoignages des amants qui disent il y a des femmes qui se battent. Ils prennent dans la tête. Ils sortent. Ils battent en retraite. L'armée allemande qui bat en retraite contre des ados juifs dans le ghetto de Varsovie. Ils battent en retraite, ils sortent un drapeau blanc. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut venir chercher nos blessés? Ils disent oui, venez chercher. Donc c'est les juifs qui donnent les ordres. Vous pouvez venir chercher. Ils viennent chercher leurs blessés, ils reprennent dans la gueule. À ce moment-là, ils se font éclater. Et finalement, au bout d'un moment, ils se rendent compte, les Allemands, qu'ils ne vont pas réussir à déloger les juifs. En plus, en 2 ans, ils ont créé des bunkers sous les immeubles. Donc le seul moyen pour eux, c'est de lance-flammes. Ils vont brûler tout le ghetto de Varsovie. Et c'est assez fou comme histoire parce qu'ils vont tenir plus de 3 semaines, les ados juifs du ghetto de Varsovie, plus que l'armée française en fait. C'est complètement fou. Mais les juifs du ghetto de Varsovie, c'est d'ailleurs sur la base de cette date-là, on a fixé le Yom HaShoah. Le Yom HaShoah a été fixé par rapport à la date de la révolte du ghetto de Varsovie. Mais celle-là, elle est très connue, cette révolte. Il y a des films dessus. Il y a un film avec Ross Geller, je ne sais pas si vous connaissez, dans Friends. Il joue dans le film L'ultime révolte. Il est dans le film. Il y a un film là-dessus. Il y a plein de témoignages là-dessus. Vous pouvez lire le témoignage de Aaron Carmi. Aaron Carmi, il était dans le train qui allait vers Treblinka. Son père, il lui a demandé de sauter du train pour survivre et raconter ce qui se passe et se venger des nazis. Il a sauté du train et il est retourné dans le ghetto pour aller se battre contre les nazis. Et finalement, il y a un petit groupe qui a même survécu à la révolte, qui s'est enfui par les égouts et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la révolte du ghetto de Varsovie. Je vous invite à faire des recherches dessus, vous allez voir. Mais pourquoi je ne veux pas m'arrêter là-dessus? Parce qu'il y a plein d'autres révoltes, plein d'autres batailles qui ne sont pas connues.
Et c'est que quand on fait des études un peu poussées sur la Shoah qu'on arrive à trouver. Il y a des révoltes qui n'ont pas duré très longtemps. Il y en a une que j'ai découvert il y a 2 jours, je ne la connaissais pas. Une révolte qui a duré 1 minute. Mais ça vaut ce que ça vaut. C'est la révolte d'un grand rave, qui était rave dans le ghetto de Varsovie, qui s'appelle Chaim Yitzhak Kanal. Et c'est juste que je suis tombé sur un livre de quelqu'un qui fait un témoignage et qui raconte ça. Mais on ne peut pas lire tous les livres de témoignages sur la Shoah. Est-ce que vous savez combien de temps ça vous mettrait si vous lisez tous les livres qui parlent de la Shoah? Si vous lisez un livre par jour, chaque jour vous lisez un livre de la Shoah, même moi je ne fais pas ça, chaque jour vous lisez un livre de la Shoah, ça vous met 300 ans pour tout lire. Donc on ne peut pas tout connaître, c'est évident qu'on ne peut pas tout connaître. Mais juste que j'ai lu il y a 2 jours dans un livre, dans un témoignage de Hillel Sedman. Hillel Sedman, c'est un journaliste religieux du ghetto de Varsovie qui a finalement créé sa vie aux États-Unis, qui a des centaines de petits-enfants. Et il a une de ses petites filles qui s'est mariée avec un élève à moi, c'est pour ça que je connais l'histoire. Et il raconte qu'il a vu le rabbin Kanal, qui avait 82 ans, qui a pris l'arme à un nazi dans le ghetto de Varsovie. La révolte a duré 2 minutes, il s'est fait massacrer tout de suite, il avait 82 ans. C'est juste que c'est ça, des comme ça, il y en a partout, tout le temps, sauf qu'on n'a pas de témoignage. Et à chaque fois que j'étudie encore, j'en découvre d'autres. Alors on va en voir quelques-unes qui sont, moi je dis sympathiques, mais c'est vrai que quand on m'entend parler de la Shoah et que je veux dire un truc sympathique, ça fait bizarre, mais moi je trouve ça sympathique. Vous ne connaissez pas Francesca Mann, alors rappelez-vous de son nom, Francesca Mann. Francesca Mann, elle est danseuse au ballet à l'opéra de Varsovie. Une très jolie jeune fille. Et elle a essayé de s'enfuir à Cracovie, elle a été arrêtée à Cracovie, elle a été déportée à Auschwitz. Auschwitz a été sélectionnée pour la chambre à gaz. Donc, la chambre à gaz de Auschwitz, elle est organisée, il y en a 4. Elles sont organisées avec, je ne vais pas vous faire une maquette, mais il y a une chambre de déshabillage, parce que les Juifs ne sont pas gazés habillés, ils sont gazés tout nus, parce qu'il faut récupérer les habits. Les habits, ça peut servir. D'ailleurs, ils ne sont pas gazés avec leurs cheveux non plus, ils sont rasés, parce que les cheveux, ça peut servir. Tout peut servir. Et donc, elle est dans la salle de déshabillage, Francesca Mann, et elle se rend compte qu'il y a le nazi commandant de cette chambre à gaz qui est en train de la mater. Parce qu'elle était très belle. Et donc, elle joue de ça. Elle se rapproche de lui. Elle lui tape son arme et elle le descend dans la chambre à gaz. Francesca Mann, rappelez-vous son nom. Elle a buté un nazi, elle a blessé un deuxième à la cuisse. Elle s'est faite tuer tout de suite, évidemment. C'est aussi une révolte qui a duré 2 minutes. Mais comment on peut savoir un truc comme ça? C'est dans la chambre à gaz. Comment on peut savoir d'après vous? Ça aussi, c'est une forme de révolte. Comment on peut savoir un témoignage comme ça? C'est pas inventé, franchement, c'est pas inventé. Je crois que c'est le nazi qui va raconter ça. Et avec le nom de la fille et tout. Elle a noté? Elle est morte. Elle est morte 1 seconde après. Il y a des gens qui s'appellent les Sonderkommando. Vous avez entendu parler des Sonderkommando? C'est les Juifs qui sortent les corps des chambres à gaz et qui les amènent au crématoire, qui habitent au-dessus des chambres à gaz. Et eux, c'est un commando spécial. Sonderkommando, ça veut dire les commandos spéciaux. Il y en a un qui s'appelle Zalman Gradowski, qui a écrit les mémoires. Il a écrit, et il a caché sous les chambres à gaz tous ces écrits. On les a retrouvés après la guerre. Et donc, on a des témoignages très, 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 très précis de tout ce qui se passait dans cette chambre à gaz-là où lui, il était. Et Zalman Gradowski, il est mort quand? C'est une date qu'on ne peut pas oublier, parce qu'il est mort le 7 octobre. Il est mort le 7 octobre 1944. Pourquoi le 7 octobre 1944? Comment je sais que le 7 octobre 1944, il est mort? Quoi? 7 octobre 1944, la libération du camp. Ah bon. T'es sûr que c'est pas le 27 janvier 1945 plutôt? C'est le 27 janvier 1945. C'est d'ailleurs comme ça que la France a décidé le jour de commémoration de la déportation, c'est le 27 janvier. Parce qu'ils disent Zarma que le camp d'Auschwitz a été libéré le 27 janvier. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il n'a pas été libéré du tout le 27 janvier. C'est le 27 janvier qui a été découvert par les Russes. Mais il était déjà ouvert, les nazis s'étaient taillés. Bref.
Pourquoi le 7 octobre 1944? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 1944? C'est aussi une révolte. Le 7 octobre 1944, c'est le jour où les Sonderkommando ont lancé leur révolte avec Zalman Gradowski, et c'est pendant cette révolte qu'il est mort. C'est comme ça qu'on le sait. Le 7 octobre 1944, les Juifs des Sonderkommando ont réussi depuis des mois à accumuler de la poudre. Comment? Parce qu'il y avait 4 femmes. Les Sonderkommando, il n'y a pas de femmes. Mais il y avait 4 femmes qui travaillaient dans les usines d'armement. Les Juifs qui habitent dans Auschwitz, c'est des esclaves. Donc ils travaillent dans les usines. Il y avait 4 femmes qui travaillaient dans les usines d'armement allemandes. Et elles ont volé de la poudre chaque jour un petit peu. Ils ont mis de côté, ils ont fait passer derrière les barbelés aux Sonderkommando, ils ont accumulé de la poudre. Et le 7 octobre 1944, ils ont fait péter la chambre à gaz numéro 4 de Auschwitz-Birkenau. Pour freiner, ils savaient que ça allait leur coûter la mort, évidemment, mais pour freiner l'anéantissement des Juifs. Ils ont fait exploser la chambre à gaz, d'ailleurs il ne reste que des ruines, puisqu'ils l'ont fait péter. Ils ont tué des nazis ce jour-là, et ils se sont tous fait massacrer. Évidemment, c'est une révolte qui a duré une journée. La révolte de Auschwitz. Celle-là aussi, elle est très peu connue. Pourquoi elle est très peu connue? Parce qu'il faut avoir lu le livre de Zalman Gradowski, qui a machin. Et bizarrement, très récemment, j'ai découvert un rescapé de cette révolte. C'est hyper bizarre. Et on l'a fait témoigner dans mon centre. Il s'appelle Léon Lefkovitch. Je vous invite à l'inviter ici. Il est encore vivant. Il est devenu champion de France d'haltérophilie après la Shoah. Et c'est quoi l'haltérophilie? La muscu. Lui, il était enfermé dans la chambre à gaz. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y avait pas eu de rescapé de la chambre à gaz, si, il y en a 2 qu'on connaît. Léon Lefkovitch, c'est un de ces 2-là. Il était enfermé dans la chambre à gaz le 7 octobre 1944 pour être gazé. Et avant qu'ils envoient le gaz, les Sonderkommando ont lancé leur révolte. Ils ont fait exploser. Lui, il ne savait pas que c'était la révolte. Lui, il écrit dans son livre, et comme il a écrit avec une historienne, il dit « Attends, mais c'était quel jour? C'était le 7 octobre. Ah, mais c'est le jour de la révolte. C'est comme ça que tu as survécu. » Lui, il ne s'est rendu pas compte. Lui, il écrit dans son livre, il dit « Il y a eu des bruits, il y a eu des explosions, il y a eu des coups de feu, la porte, elle s'est ouverte, je me suis taillé. » C'est tout ce qu'il raconte. Je me suis taillé, je suis retourné dans mon baraquement. Il a survécu comme ça, il est encore en vie. Je souhaite admettre à Esrim, à Léon Lefkovitch. Bref, ça aussi, on le sait comme ça, presque par hasard. Donc on estime qu'il y a encore plein d'autres révoltes dans plein d'autres endroits, mais que, évidemment, on ne peut pas avoir de témoignages. Il y a une autre qui est très sympathique, je trouve, qui s'appelle celle des frères Bielski. Vous avez entendu parler des frères Bielski? Ouais? Non? Les frères Bielski, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des paysans avec une arme et ils n'aiment pas les nazis. Je ne sais pas si vous avez vu le film... comment il s'appelle ce film-là? Inglourious Basterds, avec Brad Pitt, qui aime scalper les nazis. C'est un peu le même style. Ouais, bon, c'est une réécriture de l'histoire sympathique, mais c'est un peu le même style, les frères Bielski. Les frères Bielski, ils sont en Biélorussie. Leur père, il a été assassiné. Ils vont en forêt avec leurs armes. Ils sont 10. Ils sont 10 en 1941 quand ils s'installent en forêt. Et ils font de temps en temps des petites incursions. Ils butent des nazis, ils volent de la bouffe et ils retournent en forêt. Et finalement, ça se sait qu'ils sauvent des juifs là-bas. C'est des juifs. Et il va se créer en Biélorussie, dans la forêt, une communauté juive. Ça paraît fou. Et ils vont vivre toute la guerre dans la forêt. Ils vont sortir de la forêt avec quelques combattants, tuer des nazis et retourner dans la forêt. À la fin de la guerre, quand ça sera libéré en 1944, là-bas, les armées russes vont arriver, vous savez combien ils sont à habiter dans la forêt des Juifs? 1200. Il y a 1200 Juifs qui vont survivre avec femmes, enfants, vieillards, dans la forêt pendant des années en tuant des nazis de temps en temps. Ils volent de la nourriture pour 1200 personnes, vous imaginez? Et ils vont buter des nazis, rentrer, buter des nazis. Ils étaient séparés ou ils étaient en groupe? Non, ils étaient en groupe, c'était un campement. Un campement, ils ont créé des cabanes dans la forêt, des machins. Et ils vivaient là-bas. Il y a eu des mariages là-bas, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, Brit Mila, tout, dans la forêt. C'est très très fort. Mais c'est très peu connu, malheureusement. Alors, c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à essayer de dévoiler un petit peu certaines des histoires de la Shoah qui ne sont pas connues, parce que les gens connaissent Auschwitz, et plus qu'Auschwitz, ils ne connaissent pas. C'est dommage. Il y a plein de trucs à raconter. Frère Bielski. Ouais.
Bilski. Tu chercheras sur Google, tu vas voir. Il y a aussi un film sur ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais tu retrouveras. Il est sympa, le film. Il y a des films sur la Shoah, ils sont un peu nuls. Celui-là, il est pas mal. Bref. Vous avez aussi Les Évadés de Sobibor. Il y a un film comme ça. Les Insurgés, c'est le nom du film. Bravo. Ah, t'as regardé. Les Insurgés. Il est bien le film. Bref. Prochaine fois, Rav Kassabi vous organisera une projection. Tu sais que j'ai fait moi une fois une projection à la relève des insurgés, c'était le soir de Tisha B'Av, on était à la montagne. Le soir de Tisha B'Av, on ne peut pas trop étudier, donc on a regardé les insurgés. Bref. Quoi ? Ah, moi j'annonce jamais rien, ils découpent sur place. Ouais. Bref. À Treblinka, et je crois qu'il faut conclure, c'est ça ? On va prendre un petit moment de questions après aussi, si vous voulez. À Treblinka. Ah, tranquille. Tant que ça n'arrive pas, ça veut dire que j'ai... Quand tu veux. À Treblinka. Alors, Treblinka, juste que vous compreniez ce que c'est. Le 20 janvier 1942 va être organisé dans la banlieue de Berlin, à Wannsee, la conférence de Wannsee, qui va organiser la solution finale, que finalement on va tuer tous les juifs. L'histoire de Madagascar, ça ne marche pas. L'histoire de la Shoah par balle, c'est pas assez pratique. C'est pas pratique parce que ça laisse des traces. Il y a des charniers. Il paraît que même il y a des Einsatzgruppen qui font des cauchemars des fois, les pauvres. Bon, c'est pas... Le projet, il n'est pas hyper abouti. Je suis désolé de le dire avec du cynisme comme ça, mais au départ, ils ne savent pas bien faire, les Allemands. Au départ, ils creusent une fosse, ils mettent les Juifs dedans et ils balancent des ballons de dynamite. Des morceaux de chair qui explosent de partout, c'est vraiment pas... C'est pas cool. Après, ils assassinent à la mitraillette, donc ça s'arrange. Ensuite, ils arrivent au must de la Shoah par balle. C'est la formule de Imar Shemo Vezicho, un des commandants d'Einsatzgruppen, c'est la formule El Sardine, des sardines. Pourquoi ? Parce que les Juifs, ça prend de la place. Donc il faut les allonger dans un sens, tout nus. Il leur met une balle dans la nuque, et ensuite les gens ils doivent s'allonger dans l'autre sens pour que ça prenne moins de place. Tête bêche, ça s'appelle la méthode des sardines. Parce que ça, comme les sardines dans les boîtes, et ils les tuent comme ça sera moins de place. Bon, bref, mais c'est pas pratique tout ça. C'est à ce moment-là qu'ils vont mettre en place les chambres à gaz. Le 20 janvier 1942, ils vont s'organiser pour que finalement, on fasse faire des usines de mort. Il y en a 4 usines de mort, où c'est plus simple, voilà. Tac, et ensuite on brûle les corps et il ne reste rien. Il y a 4 usines de mort qui ne sont pas connues parce qu'il n'y a pas de survivants, très peu. Treblinka, Sobibor, Chemno et Belzec. Okay, c'est les 4 centres de mise à mort. Auschwitz, ce n'est pas un centre de mise à mort, c'est aussi un centre de mise à mort. C'est camp de concentration et centre de mise à mort. Et il y en a un autre qui fait pareil, qui est mixte, c'est Maïdanek. C'est pour ça que c'est dur à comprendre, c'est qu'à Auschwitz, il y a en même temps le centre de mise à mort, comme à Treblinka, Sobibor, etc. Et en même temps un camp de concentration gigantesque jusqu'à 200 000 personnes. Okay. Dans ce centre de mise à mort de Treblinka, le 2 août 1943, les Sonderkommando, encore eux, du centre de mise à mort de Treblinka vont réussir à faire un moule de la clé de l'armurerie. Ils vont réussir à se faire enfermer dedans pour piller l'armurerie, distribuer aux Juifs là-bas, merci beaucoup, distribuer aux Juifs là-bas. Et au matin, quand ils vont ouvrir l'armurerie, il va distribuer et ils vont faire tout péter le camp avec des grenades. Ils vont tuer les nazis sur place. Ils vont tout éclater. Le camp va fermer. Après la révolte du 2 août 1943, le centre de mise à mort de Treblinka, qui va tuer plus d'1 million de Juifs en quelques mois, va être fermé, inutilisable parce qu'ils ont tout éclaté. À Sobibor, c'est un autre centre de mise à mort, il va y avoir une révolte un peu différente. 12 de Treblinka. Il y en a 150 qui se sont évadés, il y en a beaucoup qui ont été repris, il en est resté 12 après la guerre. À Sobibor, c'est un peu différent. Ils ont fait un plan un peu différent, ils n'ont pas fait tout péter l'explosion,
ils ont volé des armes petit à petit et ils ont tué les nazis en cachette petit à petit. Ils se sont dit, si on veut lancer une révolte et partir, il faut qu'ils soient désorganisés. Et donc, ils ont fait des assassinats ciblés des commandants du centre, petit à petit en cachette dans leur bureau, dans leur machin, tac, 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 jusqu'à ce que l'alerte a été sonnée. À ce moment-là, tout le monde part. Des champs de mines, ils se font massacrer sur les champs de mines, ils se font tirer dessus par les Ukrainiens, parce que les soldats, les gardes sur place dans ces centres, ce n'est pas des Allemands, c'est des Ukrainiens. Bon. Et il va y avoir aussi une vingtaine de survivants de cette révolte de Sobibor. Ça, c'est des camps d'extermination. C'est des centres, ouais, moi j'appelle ça centres de mise à mort, mais c'est des camps d'extermination, parce que quand on dit camp, on se trompe. Et du coup, Camp. les autres s'organisent, c'est-à-dire qu'avant d'être envoyés dans la chambre à gaz, ils sont quand même un peu. Rien du tout, pas du tout. Les seuls qui ont fait ça, c'est ceux qui travaillent dedans, c'est-à-dire les undercommandos, ceux qui sortent, parce qu'il y a besoin de juifs pour sortir les corps et les brûler. C'est que eux. Il y a quelques centaines de personnes, c'est rien du tout. C'est tout petit. Regardez, je vous dis, si Treblinka, ça a cette taille, allez, un grand verre. Treblinka, ça a cette taille, Auschwitz, c'est ça. C'est rien, c'est une usine, c'est tout petit. D'ailleurs, c'est tellement petit, c'était tellement rasé après la révolte, que là, le projet en Pologne, c'était de faire un centre commercial. Petit centre commercial, Zara, voilà. Bon, l'État d'Israël a fait pression pour que finalement on mette une stèle là-bas. Mais le projet de base, c'est tout petit, c'est un tout petit truc, ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, il y a des stèles, et il y a tellement eu de morts là-bas, que tu peux pas mettre une stèle par mort. Donc ils ont mis une stèle par communauté qui a été exterminée là-bas. Et il y a presque à perte de vue des stèles. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé à Treblinka. À Sobibor, quasiment pareil, c'est en octobre 1943. Et aussi, on est arrivé à la fermeture du camp. Après la révolte d'octobre 1943, à Sobibor, il n'y a plus de camp. Plus de centre. Maintenant, avant de conclure, je suis quand même rabbin, donc je dis toujours 3 fois avant de conclure. C'est le jeu. Je vais vous raconter une dernière petite histoire qui est satisfaisante. C'est l'histoire de Rudolf Verba. Vous n'avez pas entendu parler de Rudolf Verba, c'est normal. Rudolf Verba, il est depuis 3 ans dans Auschwitz-Birkenau et il a quelques droits parce qu'il est devenu secrétaire d'un baraquement, donc il doit organiser plein de choses, donc il a le droit de circuler plus ou moins librement dans le camp et il a envie de s'évader, un peu comme tout le monde. Et il a cherché comment il peut s'évader. Il a analysé beaucoup de possibilités. Alors il sait déjà que quand il y a une évasion à Auschwitz, on cherche l'évader pendant 3 jours. 3 jours de recherche. Donc il sait qu'il faut tenir 3 jours sans être attrapé. Ce qu'il va faire, c'est que là vous avez le camp, le centre, le camp de Auschwitz. Et comme les nazis vont déporter les juifs de Hongrie, et ils vont avoir besoin de main-d'œuvre parce qu'ils sont en train de se faire éclater sur le front en 1944, ils vont décider de créer une annexe au camp, agrandir le camp de Auschwitz. Ça va s'appeler Mexico, bon, bref, c'est le jargon du camp, peu importe. Et il va y avoir des tonnes de rondins de bois, comme ça, entreposés ici, juste à l'extérieur des barbelés, pour la création des nouveaux baraquements. Et lui, quand il a appris que les Juifs de Hongrie vont être déportés, il se dit, il faut que je m'évade, pas pour moi, mais pour aller prévenir les Juifs de Hongrie. Et donc, son plan de génie, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas encore de film là-dessus, mais ça va venir très certainement. Son plan de génie, c'est quoi ? C'est que je me cache au nez et à la barbe des nazis. Il faut qu'ils pensent que je me suis cassé, alors que je suis encore là. Comme ça, ils me cherchent pendant 3 jours. Une fois qu'ils arrêtent les recherches, je me casse vraiment. Donc, dans les rondins de bois qui sont ici, juste derrière les barbelés, il va soulever 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées, et il va creuser au milieu une planque où il peut rentrer avec son copain Wexler. Ils vont être 2 à s'évader. Et il va refermer. Il va voler du tabac et de l'essence pour s'enduire de tabac et d'essence pour les chiens. Et un jour, au moment où il a l'opportunité, il soulève là les planches, il se met là, il y a 2 copains qui viennent, qui sont dans le coup, qui remettent les planches par-dessus, et ils attendent la nuit. Et la nuit tombée, alarme, parce que chaque jour, on compte tous les détenus. Donc il en manque 2, l'alarme, et donc ça part dans tous les sens, les nazis, avec les chiens partout. Il raconte qu'il y a un nazi qui monte sur les rondins de bois ici. Il monte pour regarder.
et il regarde. En marchant comme ça sur les rondins de bois, il y a un peu de poussière qui tombe. Il a failli éternuer. Il éternue, il est mort. Grâce à Dieu, il n'a pas éternué. Voilà, grâce à Dieu. Vous allez voir à quel point, grâce à Dieu, dans cette histoire-là, elle est complètement folle. À ce moment-là, les nazis continuent à chercher partout. Et lui, en fait, il est collé au camp, quoi. Il est juste devant eux. Il cherche. Le 3e jour, il y a 2 nazis qui passent à côté. Et il dit, on a regardé là-dedans ? Ah non, on n'a pas regardé là-dedans. Et donc, il monte sur le truc et il commence à enlever les bûches. Première rangée, 2e rangée. Lui, il est en bas, il attend avec son couteau. Il a un couteau avec lui. Et au moment où ils arrivent à la 3e rangée, avant de l'enlever, il y a la sonnerie. Et ils disent, ah, ça y est, ils les ont retrouvés et ils partent. Ils partent. En fait, c'était une sonnerie pour aucun rapport. Ils partent de là-bas. La nuit tombe, c'est la 3e jour, ils savent qu'ils peuvent partir maintenant. Ils essayent d'enlever la dernière rangée qui reste, ils n'arrivent pas, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils n'arrivent pas, et à 2, avec un effort surhumain, ils arrivent à soulever la dernière rangée. Et ils savent, ils comprennent que si les nazis n'étaient pas passés par là et qu'ils n'avaient pas enlevé les 2 premières rangées, ils seraient morts, enterrés dans cette planque. Finalement, ils arrivent à enlever la dernière rangée, ils se taillent, et ils vont à pied jusqu'en Hongrie pour prévenir les Juifs de Hongrie. Ils vont arriver là-bas, on ne va pas les croire, évidemment. Ils vont faire un rapport qui s'appelle le rapport Verba-Wechsler. Et on estime environ, c'est difficile d'avoir un chiffre précis, que leur acte héroïque d'évasion va sauver environ 80 000 Juifs. C'est quand même beaucoup. Qui c'est qui peut se dire, moi j'ai sauvé 80 000 personnes ? C'est déjà du bon sauvetage. Voilà. Et ça, c'est une histoire encore parmi d'autres. Il y a eu... Ah ! Ça veut dire qu'il faut que je conclue. Qui a cru, qui n'a pas cru en Hongrie? En Hongrie, alors, je ne rentre pas dans les détails politiques, mais le chef de la communauté, il n'a pas cru. Enfin, au début, ils n'ont pas cru. Ils sont allés dans la communauté juive. Ils sont allés dire, il ne faut pas aller dans les déportations, parce que les Allemands, ils disent, on va déporter, ils ne savent pas ce qui se passe. En Hongrie, ils étaient protégés, plus ou moins. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Il ne faut pas y aller, ils donnent des détails précis. Ils vont faire comme dans un bed-din. Ils vont mettre les témoins dans 2 salles différentes pour interroger, pour voir si ça coïncide. Ils n'y croient pas, ce n'est pas possible. Et finalement, le rapport, il va sortir même dans le Time, une partie dans le Time à New York, etc. Bon, finalement, il y a eu en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait que les déportations, ils ont arrêté. Si tu veux rentrer dans les détails, en fait, les Américains, ils ont bombardé Budapest parce qu'il y avait une cible militaire là-bas. Mais les chefs en Hongrie, ils ont cru que c'était à cause du rapport et à cause des déportations, donc ils ont fait cesser les déportations. En fait, c'est un malentendu chez eux, mais ça a sauvé 80 000 personnes. Mais en fait, les Américains, ils s'en fichaient. Quoi ? S'ils avaient quel choix ? Alors, c'est compliqué, la politique, il faut que je t'explique un peu. En Hongrie, il y a un gars, le patron, il s'appelle le général Horthy. Le général Horthy, il est allié d'Hitler. Mais en 1944, il retourne sa veste. Il voit qu'Hitler, il est en train de perdre la guerre. Donc il retourne sa veste. Il dit, je ne suis plus allié avec Hitler, finalement. Hitler, il dit, tu n'es plus allié avec moi ? Ok, alors je vais envahir la Hongrie. Mais il est quand même encore beaucoup plus fort que la Hongrie, Hitler. Donc il envahit la Hongrie et il renverse le général Horthy. Et avec les nationalistes là-bas, qui s'appellent les Croix fléchées, ils vont organiser la déportation. Hitler, il dit, bon, je vais perdre la guerre, mais il y a encore 600 000 Juifs en Hongrie qu'on peut tuer. Donc il va organiser cette déportation. Et les Croix fléchées, ils disent, allez, d'accord, on est avec toi. Donc ils organisent ça ensemble. Mais là, ils sont bombardés par les Américains, ils disent, ah non, stop. Et donc eux, ils peuvent... Au début, c'est juste parce qu'ils sont antisémites qu'ils participent à la déportation. Mais s'ils risquent de se prendre dans la tête des Américains, ils disent, non, on arrête. Donc... j'ai envie de dire un peu, et les Français, s'ils avaient le choix, pourquoi ils ont participé aux déportations ? Pétain, il avait le choix, Laval, il avait le choix, ils ont participé aux déportations. Ben, ils ont participé parce qu'ils sont antisémites, c'est tout. Contrairement à ce que certains politiciens juifs antisémites veulent nous faire croire. Mais non, je ne parle pas de Zemmour. C'est pas... Bref. Les communautés juives là-bas en Hongrie, ils n'ont pas cru sur... Et au début, ils ne les ont pas cru, ouais. Ben, c'est incroyable, qu'est-ce que tu vas croire, un truc pareil ? Une usine où il y a un train qui arrive, on déporte 2000 personnes, on les met dans une chambre à gaz et 1 heure après, on les brûle.
Qui va croire un truc? Nous, on a vu la fin du film, mais qui va croire un truc pareil? Il y avait déjà des librairies antisémites quand même. Quoi? Il y avait déjà des librairies Oui, antisémites. entre être antisémite et brûler 2000 personnes dans une chambre à gaz, il y a quand même de la marge. Oui, mais nous, on a ça en tête, les chambres à gaz. Mais imaginez quelqu'un, tu lui dis une chambre à gaz, ça ne rentre pas dans la tête, c'est pas possible une chambre à gaz. C'est inimaginable. Chambre à gaz, d'ailleurs, c'est ça le fait que le génocide des Juifs soit inédit. C'est qu'il y a eu plein de génocides. Le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, les Hutus, ils ont massacré les Tutsis à coups de machette. C'est d'un coup, tout le monde part et on tue les gens dans la rue. Mais organisé. Une usine où les gens ils rentrent vivants et ils sortent en fumée, c'est inédit. Les Arméniens, ils ont été massacrés. Il y a plein de peuples qui ont été massacrés. Mais ça n'a jamais été organisé industriellement comme les nazis. C'est-à-dire que la Hongrie, juste après, je laisse conclure. Non, il n'y a pas de problème. La Hongrie, c'est un des derniers pays qui a été envahi. C'est le dernier pays qui a été envahi et pour déporter les Juifs. Ouais. 44. La Tchéquie aussi, c'est pareil, non? C'est les mêmes choses? Pas du tout. La Tchéquie, même avant la guerre, elle était déjà envahie. Ouais. En 1938, elle a été envahie avant la guerre. Avant la guerre. Avant la guerre, comme l'Autriche. La Tchéquie et l'Autriche, ils ont été envahis avant la guerre et tous les pays autour, ils ont laissé. Ils ont dit, bon, on a fait conclure des accords avec Hitler, il a promis qu'il n'irait pas plus loin. Parce que Prague, c'est 400 000 aussi, non? Je sais pas en tête par cœur combien de Juifs à Prague. Non, je n'ai pas toutes les données. J'ai une très mauvaise mémoire, du coup. Ok. Donc pour conclure, juste je veux conclure avec un truc un peu positif. Enfin, on a vu des trucs positifs, mais une histoire qui est ramenée sur le Rav de Klausenburg. Après, tous les trucs que je vous ai dit, c'est des faits historiques vérifiés. Ça, c'est une histoire qu'on raconte sur lui. Est-ce que c'est vrai ou c'est sur un autre Rav? Je ne sais pas. Mais l'histoire est belle. Rav de Klausenburg, il a perdu, je vous ai dit c'est un peu positif, et je commence par le fait qu'il a perdu 11 enfants. Sa femme et 11 enfants, il a perdu, à Auschwitz. Et un jour, il était en train de prier, arrêté par un nazi qui le voit et qui se marre. Et ça, ce n'est pas des histoires par contre. Dans le livre de Zalman Gradowski, qui était dans les Sonderkommando, il ramène, je n'ai pas tous mes documents là, mais lui-même, il ramène que dans les chambres à gaz, au-dessus, les Sonderkommando, ils priaient. Et il dit, au début, on priait et les gens, ils se foutaient de notre gueule, les autres Sonderkommando. Ils se foutaient de notre gueule. Mais petit à petit, ils sont rentrés dans les prières et on faisait 3 prières par jour là-bas. C'est des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Et le Rav de Klausenburg était en train de prier, un nazi qui le chope, il dit, mais tu pries, tu fais quoi? Il dit, je prie Dieu. Il dit, mais tu dis quoi à Dieu? Il dit, je le remercie. Ça, c'est original. Tu remercies Dieu de quoi? Il dit, je le remercie d'être à ma place et pas à la tienne. Parce que finalement, c'est toi qui es l'assassin, pas moi. Une forme de résilience juive qui est inimaginable. Le Rav de Klausenburg, il va survivre à la Shoah, il va se remarier, il va avoir des enfants et c'est lui qui va créer l'hôpital à Netanya de Laniado. Il va organiser toute sa vie pour le chesed autour de lui et pour le Ham Israël. Je vous invite à transmettre toutes les histoires que vous pourrez lire sur la Shoah, pas que celles que je vous ai racontées. Ouvrez de temps en temps une petite histoire. Il y a plein de livres intéressants. Ouvrez une petite histoire et racontez-la. Ça sera la meilleure chose qu'on peut faire pour toutes nos familles disparues pendant la Shoah. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions pendant que vous mangez, avec plaisir. Non, pendant qu'ils mangent, pas, on va pas... Si vous voulez me poser des questions, allez-y. Hein. Je m'étais aussi calme après un cours. Quoi? Je m'étais aussi calme après un cours. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais quasiment tous les mois. Groupe Chalem, tu veux dire? Ça sera en décembre. Comment? Ouais, bah, mois prochain, normalement. En juin, j'y vais, normalement. Je sais pas, j'ai pas encore lancé les inscriptions, mais environ tous les mois, j'y vais. Donc, tu m'écriras et... C'est pas leur priorité. Tant que c'est pas une cible